Tu crois savoir où s'arrête la ville, là où les feux de signalisation clignotent encore, où les vitrines brillent sous la lumière des enseignes. Et puis tu franchis une rue, une seule. Et soudain, tout s'inverse. Ce n'est plus São Paulo, c'est une fracture. Le cœur vibrant du Brésil ralentit dans une toux sale et rauque. Ici, une pipe à crack remplace le souffle. Et ce n'est pas une image. C'est le quotidien d'êtres humains dont le regard flotte sans jamais se poser. Des silhouettes qui s'éteignent en plein jour, à 2 pas d'un théâtre européen. Un contraste qui ne devrait pas exister. Un monde où la pierre reste nettoyée plus souvent que les plaies. Cracolândia n'est pas un mythe urbain. C'est une mécanique qui tourne à ciel ouvert, entre uniformes immobiles et corps tombés. Une zone si réelle que même les policiers la contournent. Une zone si absurde qu'on y distribue des repas avec des gilets fluorescents pour ne pas être pris pour cible. Et pendant qu'on filme ces visages, effacés, une question colle à la peau. Comment peut-on respirer là où la ville elle-même retient son souffle? Les codes qui maintiennent l'ordre s'effacent ici. Et ceux qui surgissent à leur place sont faits de survie, d'oubli et d'éclatats de métal chauffés à vif. Si cette entrée t'a marqué, abonne-toi à ce canal. C'est ici qu'on déchiffre ce que beaucoup préfèrent ignorer. Et si ce que tu viens de voir t'a serré le cœur, écris plus qu'une rue. Parce que derrière chaque visage effacé, il y a une ville qui refuse encore de lire ses propres codes. Le chaos n'est pas toujours bruyant. Parfois, il s'étale calmement, au centre d'une ville qui ne veut plus le voir. Cracolândia ne se cache pas. Elle s'offre au regard comme une plaie béante, qu'aucun pansement ne recouvre. Ce marché fonctionne à ciel ouvert, au rythme de mains tremblantes et de transactions murmurées entre 2 pas. On vend de la mort sous toutes ses formes, sans rideau, sans détour. Et pourtant, à quelques mètres de là, les policiers se regardent sans intervenir. Le paradoxe est total. Les lois existent, mais ne s'appliquent pas plus. Ils sont avocats, anciens professeurs, étudiants, mères, enfants. Certains parlent encore avec une lucidité déchirante. D'autres murmurent dans une langue que seuls les corps en manque comprennent. Ils vendent leurs chaussures, leurs téléphones, parfois leur nom. Le prix d'une dose? Moins qu'un café en terrasse. As-tu déjà vu un homme vendre son acte de naissance pour une taf? Cracolândia en a vu 1000. Ce n'est pas un endroit. C'est un verdict. Le sol est ajonché de visages penchés, de jambes nues, de souffles courts. Mais le plus glaçant, c'est ce sentiment d'habitude. Ici, personne ne crie. On tombe et on reste. Chaque silhouette floue est une histoire interrompue, une mémoire qui s'efface en plein jour. Et pendant qu'autour les gratte-ciel s'élèvent, la seule chose qui monte ici, c'est la fumée d'un autre oubli. Qui étaient-ils avant d'arriver là? Qui s'en souvient encore? Un mur invisible sépare ceux qui tombent de ceux qui tendent la main. À quelques mètres de Cracolândia, une synagogue s'élève, propre, intacte, comme un rappel silencieux de ce que la dignité pourrait encore être. Chaque jour, la communauté juive distribue des repas, offre des mots, des regards, des gestes qui disent encore « tu existes ». Ce n'est pas une charité ordinaire. C'est un combat discret contre un effondrement qui colle au mur. Le plus déroutant, juste derrière, des centaines s'écroulent, en silence, un pipe à la main. Là où la ville abandonne, des bénévoles chuchotent encore des prières, comme s'ils voulaient empêcher le ciel de s'éteindre pour de bon. Une ONG chrétienne organise des cultes au pied des trottoirs, joue de la musique pour réveiller ce qui reste de vivant dans les regards vides. Mais toi, dis-moi franchement, si ta porte donnait sur cet enfer, continuerais-tu à croire qu'on peut le traverser avec un plat chaud et une chanson? Ou fuirais-tu comme tant d'autres, en détournant les yeux? Écrit entre 2 mondes, si tu ressens cette fracture que même les mots ne peuvent recoudre. On enfile un gilet jaune. Non pour se faire voir, mais
pour être toléré. Pas de signe de richesse, pas de bijoux, pas de regard fixe. Une liste d'instructions murmurées comme un rituel d'entrée. Ici, ce n'est pas la loi qui protège, c'est l'anonymat. Avancer sans trop exister. Ne jamais croiser le regard d'un revendeur. Ne pas trébucher sur un corps. Ne pas montrer qu'on a peur. La caméra tremble, les battements du cœur aussi. Chaque pas est un risque calculé. Le trottoir devient champ de bataille, saturé de vies effondrées. Pas de soldats, pas d'ennemis identifiés, juste des silhouettes qui s'échappent d'elles-mêmes. Certains rampent jusqu'à un reste de couverture. D'autres, allongés sur le béton, parlent seuls à une nuit qui ne finit jamais. Un homme dort sous un tissu, à quelques centimètres de la bouche d'égout. Il respire encore. On ne sait pour combien de temps. C'est là que le mot guerre prend un autre sens. Ce n'est pas une guerre contre quelque chose. C'est une guerre contre l'effacement. L'effacement des corps, des noms, des souvenirs. Une guerre silencieuse dont on revient rarement. Et pourtant, à chaque angle de rue, un policier observe sans intervenir. Comme s'il gardait les limites d'un territoire que même la ville ne veut plus nommer. Un homme marche, le regard bas, serrant contre lui un téléphone volé. Il ne fuit pas, il dérive. Derrière, lui, un autre s'effondre lentement sur le trottoir, le corps secoué par un spasme silencieux. Personne ne crie. Personne ne s'arrête. Dans cette rue, tomber est banal. Respirer, un luxe temporaire. Ici, on ne vole pas pour devenir riche. On vole pour respirer quelques minutes de plus. Un briquet, une pipe de fortune, une expiration. Le crack est une réponse immédiate à une douleur que personne ne demande plus d'expliquer. Tu voles, tu fumes, tu oublies. Puis tu te réveilles, nu de toute morale, vidé de toute peur. Et tu recommences. Le mot choix n'a plus sa place ici. L'addiction efface les alternatives jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul code. Survivre à la prochaine crise. Même si cela signifie tout perdre, encore et encore. Tu as déjà regardé quelqu'un fumer sa propre identité, morceau par morceau, sans jamais prononcer un mot? Combien de temps faudrait-il à toi pour troquer ton nom contre un peu de silence intérieur? Est-ce que tu serais capable de comprendre le vide qui pousse un ancien avocat à dormir sur du carton trempé? Ou préfères-tu croire que cela ne t'arrivera jamais? Que l'effondrement a des visages éloignés du tien? Dans cette ruelle, chaque respiration est achetée au prix d'un vol. Chaque seconde de soulagement était suivie d'une honte, qui ne trouve plus de place où se loger. Et dans les yeux de ceux qui fument, il reste parfois une lueur. Pas d'espoir, mais une mémoire. Celle d'un temps où leur prénom n'était pas encore synonyme de danger. Ils sont là, assis sur le trottoir, les jambes écartées, le dos voûté, la tête penchée comme si le sommeil les avait rattrapés en pleine chute. Mais ce n'est pas du sommeil. Ce n'est pas de la fatigue. C'est une sorte de mort qui respire encore, qui bouge par réflexe, qui cligne des yeux sans regarder. Ils sont vivants, mais ont oublié qu'ils sont déjà morts. À quelques pas d'une salle de concert européenne, entre deux façades coloniales, un homme hurle contre personne, s'écroule, se relève, frappe le vide. Une femme retire son pull au milieu de la rue, incapable de reconnaître le froid. Un adolescent saigne du front sans réagir. Et personne ne crie, personne n'accourt. Il n'y a pas d'alerte quand le chaos est quotidien. La ville a appris à détourner les yeux. Ce sont les fantômes modernes d'un progrès sélectif. Ils déambulent à travers les ruelles de Cracolandia comme s'ils en étaient les derniers habitants. Chaque coin de rue devient une scène de théâtre désintégrée, où la folie se joue sans spectateurs. Et si tu tends l'oreille, tu n'entendras pas de plainte. Juste des souffles cassés, des rires creux, des chuchotements au passé. Comment une métropole qui rêve d'intelligence artificielle accepte-t-elle qu'un homme nu hurle à la mort sous un lampadaire? Pourquoi les sirènes ne retentissent-elles pas pour ceux dont le cœur bat encore, mais que personne ne voit?
Est-ce qu'une ville peut être moderne si elle enterre ses morts vivants dans l'ombre de ses gratte-ciel? Derrière les chiffres, derrière les diagnostics, il y a des corps. Et au fond de leurs pupilles dilatées, il y a ce silence absolu, celui qui ne précède pas la fin, mais qui l'installe à perpétuité. Le marbre résonne sous les talons. Les rideaux s'ouvrent lentement sur des cordes de violon. Les notes suspendues dans l'air comme si le temps lui-même retenait son souffle. À l'intérieur de la salle São Paulo, les fauteuils sont alignés avec précision. Les lumières tamisées caressent les moulures. Les applaudissements éclatent avant même que la musique ne commence. Et juste à l'extérieur, à 3 mètres à peine, quelqu'un s'écroule, le front ouvert sur le béton. C'est un théâtre à 2 étages. Au rez-de-chaussée, les chefs-d'œuvre. À la cave, la chair oubliée. D'un côté, on célèbre Mozart. De l'autre, on inhale du crack dans un tube de métal brûlant. À cette distance, les cris et les harmonies pourraient pas y se mêler si les portes n'étaient pas si épaisses. Un musicien traverse la rue sans y ralentir. Il tient son violon contre lui, comme un cœur précieux qu'il ne veut pas exposer. À quelques pas, un jeune homme s'injecte dans la cuisse, le regard perdu vers les tours qui montent vers le ciel. 2 mondes, séparés par une ligne invisible que personne ne franchit jamais volontairement. Comment une ville danse-t-elle en opéra alors que des corps s'effondrent à 2 mètres de la billetterie? Pourquoi les rideaux se lèvent ici quand, là-bas, les yeux se ferment sans jamais se rouvrir? Est-ce encore de la culture quand elle cohabite avec l'abandon sans jamais le regarder? Si vous avez ressenti ce décalage, cette fracture muette, écrivez en commentaire. Entre 2 mondes, parce que parfois, nommer le gouffre, c'est déjà commencer à le voir. Il connaissait la date des examens. Il savait résoudre une équation, rédiger une thèse, poser un diagnostic. Certains portaient des blouses blanches, d'autres signaient des contrats. Un jour, ils avaient un nom, une fonction, une ambition. Et puis un silence, puis une faille, puis une rue. Aujourd'hui, ils s'accroupissent entre 2 flaques noires, les doigts tremblants sur un tube de métal chauffé à vif. Leurs regards ne croisent plus personne. Pas par honte, mais parce qu'ils ne se souviennent plus exactement à quoi ressemble un regard. Ce n'est pas l'addiction qui les a détruits, c'est l'invisibilité. L'effacement lent, méthodique, sans témoin. Avant de perdre le contrôle, ils ont perdu les rêves. Une femme murmure qu'elle a enseigné la littérature. Elle avait une bibliothèque. Elle savait parler du sens caché des mots. Maintenant, elle crie seule dans la rue, des vers sans suite, les mains vides. Un homme me tend un badge d'avocat, jauni, presque dissous. Il ne parle plus de justice, seulement de survie. Le crack ne choisit pas. Il ronge les diplômés, les bâtisseurs, les pères et les poètes. Il ne fait pas de classe sociale. Il arrache les étiquettes une à une jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un corps. Puis, une absence. Ce n'est pas un déclin. C'est un effacement en pleine lumière. Et toi, que ressens-tu quand l'intelligence d'un pays devient cendre au bord du trottoir? Si cette fracture invisible t'a remué, si cette vérité t'a laissé sans voix, écris simplement en commentaire « Rêves éteints ». Parce qu'il faut parfois nommer la chute pour ne pas l'oublier. Ils sont là, moteurs allumés, fenêtres entr'ouvertes, regards fixes, pas sur la foule, sur un point flou entre le devoir et la peur. Les uniformes sont nets, les voitures blindées. Mais personne ne sort. La frontière est marquée, pas par une barrière, mais par une absence. Celle de l'action. On les interroge. Pourquoi rester à la lisière? Pourquoi observer sans intervenir? Ils répondent sans être ici, sans détour. Pour entrer, il faut une opération spéciale. Un ordre. Une raison écrite. Sinon, on reste là, à surveiller. Ils ne manquent sans pas de courage, mais ils obéissent à une logique d'équilibre instable entre contrôle et chaos assumé. Derrière eux,
Des centaines de vies s'effondrent dans la fumée. Devant eux, l'État en uniforme, figé. Ce n'est pas une impasse de rue. C'est une impasse institutionnelle. La loi s'arrête où le désespoir commence. Un officier murmure qu'il n'a pas peur, qu'il attend seulement la permission. Mais son regard évite la caméra, comme s'il savait que dans ce théâtre, leur rôle n'est plus celui des héros, seulement des témoins armés. Les codes sont clairs. Mais ici, il ne s'applique Sanak plus. Il dit que c'est la curiosité qui l'a amené ici. Pas le besoin, pas le manque. Juste l'envie de comprendre, de savoir ce que c'était, ce que ça faisait. Un simple souffle de fumée qui a redessiné toute sa vie. Il parle avec lucidité, une voix calme, posée comme s'il racontait un accident dont il n'aurait jamais quitté la scène. Autour de lui, d'autres errent, regard vide, gestes saccadés. Mais lui regarde droit dans l'objectif. Il dit qu'il ne cherche pas à fuir. Il veut seulement sortir. Pas du quartier, pas de la ville, de ce corps qu'il a trahi, de ce mental qu'il tente chaque jour de reconquérir. Il parle du crack comme d'un animal patient, toujours là, silencieux, attendant qu'on baisse la garde. Derrière chaque ride de son visage, on lit une guerre. Et pourtant, il rit parfois. Il tend la main, remercie. Il veut qu'on sache qu'il est encore là. Pas pour demander de l'argent, mais pour qu'on voit qu'il reste un homme. Ceux qui pensent que la dépendance détruit tout n'ont jamais écouté un esprit brisé parler de sa propre chute. Il y a plus de vérité dans un aveu tremblant que dans 100 discours de prévention. Il dit que le plus dur, ce n'est pas de quitter la drogue. C'est de se souvenir de qui il était avant elle. Si vous avez senti son regard, si quelque chose en vous a vacillé, laissez un like pour que ce souffle ne s'éteigne pas. Et écrivez en commentaire. Je n'oublie pas, pour ceux qui se battent encore, ce n'est pas un quartier, ce n'est pas une zone, c'est un cri figé dans le béton. Cracolandia n'est pas né d'un choix, mais d'une absence. L'absence de soins, de regards, de politique qui ne soit pas une façade. Ici, l'État a déserté. Ce qui reste, ce sont des corps qui s'effondrent lentement, et une nation trop occupée pour entendre ce qui pourrit sous ses propres fondations. On y voit des dizaines de services sociaux opérant en bordure, sans jamais entrer vraiment. Des policiers qui observent sans toucher, des caméras qui filment sans agir. Et pendant ce temps, des enfants grandissent à quelques mètres, respirant un air saturé de pipes brûlantes et de silence institutionnel. Des mères cherchent leurs fils disparus. Des hommes oublient comment on écrit leur nom. Tout cela au cœur de São Paulo, la vitrine économique d'un pays qui rêve de grandeur. La vérité, c'est que Cracolandia n'est pas un problème isolé. C'est le miroir d'un système qui n'a jamais voulu soigner, seulement punir ou cacher. C'est ce que deviennent les citoyens qu'on ne compte plus dans les statistiques. Ceux qui n'ont plus de cases à cocher, plus de numéros à appeler. Quand un pays accepte qu'un marché de la mort vive à ciel ouvert, il ne peut plus prétendre ne pas voir. Il ne peut plus se dire surpris. Le vrai scandale n'est pas ce que l'on découvre en marchant dans ces ruelles. C'est ce que l'on accepte en continuant à détourner les yeux. Il y a des endroits que l'on évite non pas parce qu'on ne les connaît pas, mais parce qu'on a peur d'y reconnaître une part de soi. Cracolandia n'est pas une anomalie. C'est un code social que le Brésil enterre sous l'asphalte chaud et l'indifférence froide. On y respire un air saturé de silence, de politiques avortées, de regards détournés. Ce ne sont pas des criminels qu'on voit ici. Ce sont des fils, des filles, des souvenirs en chute libre. Des gens qui, un jour, ont simplement cessé d'être regardés comme des vivants. Entre deux tentes de fortune, un garçon de 13 ans s'est assis. Il n'a pas faim. Il a juste oublié comment. Rêver. On dit qu'il est perdu. Mais c'est peut-être le pays qu'il a laissé s'éteindre en pleine lumière. Les codes de l'urbanisme, de la santé, de l'humanité, tous ont échoué à le protéger. Et si c'était ton fils, là, assis sur le bitume,
cherchant dans les cendres d'un tuyau brûlé une raison de continuer à exister? Si ce visage en ruine n'était pas un étranger, mais une version déformée de ton propre reflet. Écris pas oublié si tu refuses que ce monde continue à avancer en laissant ses enfants tomber à l'arrière. Abonne-toi si tu crois encore qu'un regard peut changer un destin.